Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dispute en double, votre débat citoyen hebdomadaire. Nous sommes toujours, contexte sanitaire oblige, en duplex intégral, personne en studio, c'est l'effet Covid-19. Pour ce dernier débat de la saison, nous vous proposons de donner la parole aux soignants, personnels de santé mis à l'épreuve. Ils ont manifesté une fois de plus leur ras-le-bol alors que de grandes négociations s'ouvrent avec leur ministère. Quelles leçons tirer de cette pandémie? Est-ce le symbole d'un système de santé poussé dans ses limites? Nous allons développer ces différents thèmes avec nos invités. Florence Medj, vous êtes infirmière et secrétaire CGT du CHU de Limoges. Jean-Christophe Nogrette, vous êtes médecin généraliste près de Limoges et secrétaire adjoint MG France. C'est un syndicat qui rassemble les médecins généralistes. Alain Barraud, vous êtes vice-président du Césaire Nouvelle-Aquitaine. Votre organisme a signé une tribune collégiale pour dénoncer le Ségur de la santé tel qu'il est mené par le gouvernement. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et vous qui nous regardez sur une télévision, une tablette ou un téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Avant de commencer, nous faisons un point sur l'épidémie. La France a enregistré depuis début mars près de 30 000 décès en lien avec le coronavirus. Selon le bilan de ces derniers jours, il y a une vingtaine de décès par jour. Le nombre de patients du Covid en réanimation continue de baisser, mais d'autres indicateurs, on les voit sur cette carte, montrent que l'épidémie progresse de nouveau dans certains secteurs géographiques. Le taux de reproduction est en hausse dans certaines régions. Ça veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Florence Medj, doit-on s'inquiéter ? Bien sûr, bonjour à tous d'abord. En effet, on peut s'inquiéter puisque s'il y a une reprise de l'activité, ça va redemander aux hôpitaux de s'adapter à nouveau pour gérer cette crise, puisque à l'heure actuelle, nos hôpitaux sont tellement mis à mal et en difficulté qu'on n'arrive plus à gérer un afflux de patients sans pouvoir fermer une activité à côté. Or, déjà pendant cette période de crise et de confinement, il y a beaucoup de personnes soignées qui ont dû renoncer aux soins, renoncer aux malades chroniques. Et ça, c'est dramatique. Donc, si on devait revenir dans cette situation, ça serait vraiment un gros problème. Jean-Christophe Nogrette, votre avis là-dessus, c'était attendu, cette espèce de rebond, c'est préoccupant tout de même ? C'est toujours préoccupant parce que le R0, c'est le marqueur principal de l'activité de l'épidémie. Donc quand il repasse au-dessus de 1 et que plus d'une personne est contaminée par un malade, on a toujours de quoi s'inquiéter. Il faut savoir en plus que ce R0, il n'est calculé que sur les malades, c'est-à-dire sur les gens qui ont des symptômes actuellement en France. On ne dépiste pas massivement la population. Donc on loupe les 30 ou 40% d'asymptomatiques qui peuvent être contagieux, comme on le sait maintenant. Donc, il y a un c'est pas relâchement rassurant, des gestes non. barrières, Il faut rester vous très l'observez, prudent. monsieur Nogrette ? Vous l'observez, ce Pas relâchement beaucoup des dans gestes nos barrières ? cabinets en Nouvelle-Aquitaine parce qu'on n'est pas une région très touchée, hein. Mais certains de nos confrères qui sont dans les zones où le virus est très activement circulant, et notamment en région parisienne, nous font des rapports terrain qui sont tout à fait démonstratifs à cet égard. Ils continuent de voir des cas. Alain Barraud, le gouvernement affirme néanmoins que l'épidémie est sous contrôle. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est leur parole politique. Ce qui est certain, c'est que les conditions de reprise, les premiers signes auxquels nous sommes confrontés, devraient nous appeler, et c'est très symptomatique, à une prévention extrêmement aiguë, à la mise en place du principe de précaution. Et je pense que les pouvoirs publics devraient avoir le soin de rappeler l'obligation et le devoir pour chacun d'entre nous, à la fois de porter le masque en toutes circonstances, car je crois que on protège d'abord les autres en se protégeant soi-même. Si le port du masque est généralisé, par nature, le virus ne circulera pas, et il circule aujourd'hui, et la situation sanitaire, eh bien, elle est toujours à l'identique. Nous n'avons ni médicaments ni vaccins, et le virus circule. Donc, il nous faut absolument un sens des responsabilités communs et individuels pour tous. Alors le gouvernement, les pouvoirs publics, vous en parliez, je vous propose d'écouter ce gouvernement par la bouche de son Premier ministre. C'était le 14 juin dernier sur l'antenne de France 3 Normandie. Il réagit au premier mardi de la colère des personnels soignants. Je les entends, je les comprends, et nous avons engagé une discussion, on appelle ça le Ségur de la santé. L'objectif, c'est d'aller vite, et c'est d'avoir une réponse très massive et très significative. Quand nous aurons l'occasion de faire les annonces, peut-être ce sera le président de la République, au mois de juillet.
tout le monde aura le sentiment que nous avons entendu, nous avons compris et que nous agissons. Madame Metsch, vous y croyez? Ils ont compris? J'aimerais bien y croire. Après, je suis très sceptique. On va attendre de voir. On va leur laisser l'opportunité de mener ce Ségur de la santé au bout. Pour le moment, les premières infos que l'on a, c'est pas glorieux, hein. Rien de concret à l'heure actuelle, alors qu'il y a déjà eu des pistes, il y a des annonces, hein. On parle qu'on va revaloriser les salaires, mais combien, quand, comment, quel financement, surtout pour les hôpitaux, puisque je crois que c'est aussi ça qui est important. Il faut que les hôpitaux puissent avoir les financements de revaloriser les salaires de leurs salariés. Donc je crois que pour le moment, on est vraiment dans un flou. Le Ségur, ça fait à peu près 3 semaines qu'il a commencé à se réunir et on n'a rien de concret qui sort. On peut espérer les croire, mais j'ai envie de dire pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Monsieur Nogrel, ce Ségur de la santé, qu'est-ce que vous en attendez en tant que médecin généraliste? Mais ce qu'on en attend en tant que médecin généraliste et en tant que soignant plus généralement, c'est que la santé ne soit plus une variable gérée de façon uniquement budgétaire, comme une entreprise, comme disent souvent les politiques, et qu'on investisse enfin dans la santé à hauteur des besoins. Depuis 1996, le budget de la santé, c'est régi des dépenses d'assurance maladie, qui est voté chaque année par le Parlement, et c'est une enveloppe fermée. Et débrouillez-vous avec. Et donc, depuis 1996, on peut dire objectivement qu'il y a un sous-investissement sur le secteur de la santé en France. Et c'est pas un hasard si on régresse dans les classifications des systèmes de santé internationaux. C'est pas un hasard si l'espérance de vie en bonne santé ne progresse plus mais régresse. C'est pas un hasard si l'espérance de vie tout court stagne dans notre pays, alors qu'elle continue d'augmenter dans d'autres, hein. Et tout ça en étant quand même un pays qui consacre une partie significative de son produit intérieur brut à la santé. Donc il faut à la fois débloquer un petit peu cette ondame qui est trop serrée manifestement, et puis réorganiser la façon dont on finance les divers aspects du système de santé. J'entends très Alors bien ce que dit l'ONDAM, Madame je Metsch. développe juste le sigle, Monsieur Nogrel, c'est l'objectif national de dépenses pour l'assurance maladie. C'est ce cadre contraint dont vous parliez en budget. Monsieur Barrot, c'est surtout peut-être aussi, vous le disiez dans vos textes, un problème de méthode que pose ce Ségur. Le Conseil économique et social et environnemental Nouvelle-Aquitaine est le seul en France à s'être exprimé pour bien marquer l'ambiguïté qu'il y a au regard de la procédure entre guillemets du Ségur, de cette concertation. Il y a une ambiguïté. D'une part, il y a un aspect négociation sociale. Ensuite, il y a également un aspect sur les politiques d'investissement et de financement et de simplification de l'organisation du système de soins et du système sanitaire en France. Ce sont donc bien deux choses différentes. Dans un premier temps, le gouvernement a le devoir de répondre aux besoins et aux revendications de l'ensemble des personnels hospitaliers, de tous les personnels qui sont essentiels dans le système de soins, et naturellement nous y incorporons les médico-sociaux, et il est important de savoir si le gouvernement veut véritablement mettre en débat un choix de société. Quel système de santé voulons-nous demain? Est-ce qu'on le restructure à la marge? Est-ce qu'on le restructure fondamentalement? Est-ce qu'on remet au centre le patient et non pas les objectifs simplement budgétaires et financiers? C'est un choix de société qui intéresse bien évidemment tous les patients que nous sommes. Dans l'espoir de ces changements dont vous parlez, les professionnels restent très mobilisés en parallèle à ces discussions. Vous voyez la manifestation de ce premier mardi de la colère à Bordeaux avec Karim Jbali et Camille Becchetti. Ils sont de retour dans la rue. Applaudis tous les soirs à 20h pendant le confinement, les soignants entendent aujourd'hui rappeler au gouvernement la promesse d'un plan en faveur du secteur santé. Ils réclament notamment une revalorisation générale des salaires, tout personnel confondu. Nos compétences évoluent de plus en plus, on nous demande d'être de plus en plus efficients. La preuve en est que sur le Covid, nous avons tous répondu présent. On est encore apparemment des outils pour la santé efficace, mais par contre à la fin du mois, c'est absolument pas vérifié sur notre salaire. Ce sont toutes les catégories de personnel soignant qui ont répondu à l'appel, hôpital public et structures privées, dont les soins à domicile portés par les auxiliaires de vie. Ce qu'on souhaite, c'est surtout une revalorisation de nos métiers et puis la prime, parce qu'elle est méritée,
elle est méritée. Dans notre secteur d'activité, il y a énormément de précarité. Beaucoup de salariés sont des femmes seules avec des enfants, avec des revenus en dessous du SMIC. Donc maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. La prime accordée par le gouvernement n'est visiblement pas un argument décisif. Les primes, c'est pas suffisant, parce que si vous voulez les primes, si vous les laissez 1 année, 2 ans, ils peuvent très bien les supprimer du jour au lendemain et ça compte pas pour la retraite non plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils dégèlent le point et qu'on arrive au moins au niveau de la moyenne européenne de salaire pour les soignants. Cette journée de manifestation vise désormais à exercer une dernière pression sur le gouvernement avant la conclusion de la prochaine concertation attendue la première quinzaine de juillet. Les salaires, c'est une attente forte en 30 ans de carrière. Quelle tendance est-ce que vous avez observée à l'hôpital, Madame Metsch, comparativement au privé, par exemple? Bien sûr que les salaires, c'est la revalorisation la plus forte. On n'a pas eu d'augmentation. La valeur du point d'indice qui fait que notre rémunération est gelée depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, à l'heure actuelle, on réclame 300 € d'augmentation pour tous les salariés hospitaliers, hein, pas que les soignants. Ça, c'est un élément très important parce que faut pas oublier que sans les agents techniques ou administratifs, un hôpital ne fonctionne pas. Il n'y a pas que les soignants. 300 €, c'est le minimum. On est classé 28e au niveau des salaires au niveau européen. Donc, on serait en droit de réclamer 600 € par mois. Donc, quand on réclame 900 €, on est largement modeste et je crois que c'est important. En termes d'attractivité, c'est capital. Beaucoup de jeunes ne veulent plus faire ces professions qui sont beaucoup contraignantes avec des horaires variables du jour, de la nuit, des repos qui sont, voilà, une vie privée quand même qui est impactée. Il n'y a pas les salaires et il n'y a pas non plus, il ne faut pas oublier l'impact de la réforme retraite que veut nous faire M. Macron, qui impacte aussi les soignants puisque c'est un recul de l'âge de départ en retraite. Donc, toutes ces mesures, si elles ne sont pas prises en compte dans le Ségur pour aboutir vraiment à une philosophie, un changement de ce que l'on veut faire pour les personnels, on n'arrivera pas à rendre attractifs nos métiers. Vous êtes d'accord sur ce manque d'attractivité de l'hôpital, Monsieur Nogrette? Oh, je suis d'accord sur le manque d'attractivité à l'hôpital. Les niveaux de salaire des personnels soignants et non soignants à l'hôpital sont indignes. Mais je voudrais vous dire qu'en ville, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est pas par hasard si on manque de médecins généralistes, simplement parce que le métier est devenu non attractif là aussi. Et je voyais une pancarte dans la manifestation que vous avez montrée dans votre reportage, des soignants à domicile. Eh bien, le domicile, c'est quand même l'endroit où, en France, la plupart des soins se passent. Hein. Les gens hospitalisés, c'est une toute petite fraction de la population. Et les soins à domicile, je vais vous donner des exemples concrets. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une petite mamie qui tombe et qui se fait mal, il faut que je passe une demi-heure ou 3/4 d'heure pour organiser un transfert en ambulance et arriver à joindre mes collègues des urgences pour là le renvoyer dans de bonnes conditions en transmettant les informations. C'est pas normal qu'il y ait tous ces délais. C'est pas normal et ça, c'est lié au manque de personnel. Hein. C'est pareil quand il s'agit d'organiser les soins d'un patient complexe qui a plusieurs maladies. Avec le grand âge, ça devient de plus en plus fréquent. Il faut organiser des d'infirmiers libéraux, des passages de kinés, et on se heurte de plus en plus à la non-disponibilité de ces professionnels qui ne sont pas en nombre suffisant, qui ne sont pas suffisamment bien rémunérés, qui ne veulent pas faire des actes longs à domicile. Et on se heurte de la même façon de leur part quand ils essayent de nous appeler pour des patients que nous suivons conjointement parce qu'il y a un problème, et ils n'arrivent pas à nous joindre parce qu'on est débordé, parce que voilà. Tout le système crève de ça, c'est-à-dire d'un manque de moyens généralisé. Et cette pandémie a créé une tension inédite justement sur le système de santé au point qu'il a fallu procéder à des évacuations sanitaires répétées de l'Est de la France vers la Nouvelle-Aquitaine ou d'autres régions. C'est quoi la leçon à retenir de cette crise pour vous, Monsieur Barrot? Eh bien, je crois que le gouvernement est face à un défi. Il faut particulièrement mettre sur la table une refondation structurelle à la fois de l'hôpital public et de l'ensemble du service sanitaire, des services de soins en France. Il est clair, et le Conseil économique l'a bien noté et fait remarquer depuis maintenant une quinzaine d'années un certain nombre de plans pour l'hôpital public, de lois santé ont été à la fois débattus à l'Assemblée nationale et au Sénat, et force est de constater que aucun bilan, aucune évaluation de ces politiques publiques n'ont été effectuées, et que il suffisait simplement dans le même temps
d'écouter l'ensemble des expressions des personnels hospitaliers, des personnels de soins et des personnels médico-sociaux pour se rendre compte de la carence des effectifs, des difficultés de moyens. La pandémie a mis en lumière des difficultés structurelles, industrielles, à la fois de l'hôpital et à la fois en matériel, c'est-à-dire pas de masque, pas de protection, pas de respirateur, manque de lits, manque de personnel, manque de compétences, ce qui démontre que le gouvernement a l'obligation de devoir écouter l'ensemble des personnels dans le cadre de leur expression, sur le plan syndical. Rappelons-nous, les services d'urgence étaient en grève depuis pratiquement une année. Rappelons-nous, l'ensemble des chefs de services hospitaliers ont exprimé leur désapprobation par rapport aux politiques de santé et à la difficulté au quotidien pour l'ensemble du système de soins en France et d'une certaine manière, se sont retirés de leurs responsabilités administratives. Donc, l'Assemblée socio-économique que nous sommes a voulu mettre en exergue l'ensemble de ces points pour que le gouvernement prenne en considération toutes les expressions, y compris les associations, bien sûr, de patients qui ont des choses à dire au plus près de l'ensemble des territoires en France. Alors justement, autre regard sur la crise du coronavirus, celui des citoyens. Isabelle Hirsch et Laurent Gauthier en ont croisé quelques-uns mobilisés, aux côtés des agents hospitaliers mobilisés à Poitiers il y a une dizaine de jours. L'hôpital n'est pas à vendre, l'hôpital n'est pas à vendre. Oh oui. Restez vigilants. C'est le maître mot des syndicats concernant le Ségur de la santé qui doit statuer sur les dotations de l'hôpital après la crise du Covid. Les mardis de la colère doivent maintenir la pression comme ici à Poitiers où plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées devant le CHU et parmi elles, des citoyens. Si je ne suis pas personnel soignant, tôt ou tard, je serai soigné. Et là, j'ai besoin d'avoir un personnel soignant motivé et bien payé et bien considéré. Franchement, vu comment le gouvernement a géré ces 3 mois de crise sanitaire, laisser tomber l'hôpital maintenant, moi je ne travaille pas ici, mais les soutenir, c'est vraiment la moindre des choses. En tant qu'usagère, je trouve que c'est très important d'avoir un hôpital public de qualité. Et puis en tant qu'enseignante aussi, donc appartenant à la fonction publique, je suis très attachée au service public. Pour les soignants et les agents, ce soutien est indispensable, mais ils attendent autre chose que des applaudissements de la part du gouvernement. Des augmentations et des moyens supplémentaires seraient les bienvenus selon les syndicats. Et aujourd'hui, se pose la question de la distribution de la prime qui ne concernera que 40% des personnels de l'hôpital. Pour nous, ça va poser problème parce que tout le monde ne va pas être récompensé avec cette prime-là. Et ça, c'est intolérable de mettre certaines personnes à l'écart. Et effectivement, ça va créer des tensions. Ça va réellement créer des tensions. Les personnels hospitaliers veulent continuer leur mouvement au moins jusqu'au jour où seront présentées les conclusions du Ségur de la santé, mi-juillet. Alors cette prime Covid-19, qu'en pensent les salariés de votre CHU à Limoges, Madame Medj? Comme ça a été dit dans votre reportage, c'est une prime, encore une fois, qui va diviser les salariés, alors que l'ensemble des salariés ont été sur le pont pour prendre en charge les patients de près ou de loin, les soignants de plus près, mais tous les agents techniques ou administratifs de plus loin, puisqu'il a fallu réorganiser un secteur spécifique, il a fallu s'adapter en fonction du flux de patients. Et je crois que, encore une fois, la prime annoncée avec un niveau différent de 500 ou 2500 euros, selon si l'on a été plus ou moins en contact, n'est pas satisfaisant. Déjà, d'une part, je crois que c'est pas une prime qu'ont besoin les salariés, c'est vraiment d'une revalorisation de salaire. Une prime, c'est un temps donné et après c'est fini. Je crois que ça c'est important. Ils ont besoin d'être plus nombreux dans les services, on l'a dit, mais ça je crois que c'est essentiel pour pouvoir travailler et améliorer leurs conditions de travail. Et déjà, si on arrivait à faire les salaires et améliorer les conditions de travail, on satisferait tout le monde et pas que une partie de la population. Il y a eu la prime des urgences qui a divisé déjà le monde. Il y a eu la prime grand âge qui a été donnée dans les EHPAD que pour les personnels aides-soignants, alors que beaucoup d'agents de services hospitaliers font la même chose. Ils n'ont pas eu cette prime grand âge. Et là, on a à nouveau une prime Covid qui divise encore les personnels. Donc, bien évidemment, les agents qui vont recevoir la prime, ils sont contents parce qu'on ne dit jamais non à une prime. Mais c'est pas ça qu'ils attendent. Ça, je crois que c'est important. C'est quoi votre regard là-dessus, Monsieur Nogrette? Je pense effectivement, comme le dit Madame Medj, que les primes, c'est pas vraiment la solution.
mais je voudrais aussi, en réagissant à votre reportage, les gens parlent de l'hôpital qui doit évidemment être un hôpital de qualité, tout le monde est d'accord là-dessus, mais le souhait des gens, intimement, c'est quand même de ne pas y aller à l'hôpital. Et il y a un objet dont on ne parle jamais dans ce pays, c'est la prévention. C'est la prise en charge des petites choses au stade où il faut, de façon à ce que ça ne s'aggrave pas et qu'on n'aille pas à l'hôpital. Et on ne met pas d'argent dans ce pays là-dessus. On n'en met pas du tout, même pas des primes. Donc il serait temps qu'on s'y mette parce qu'effectivement, le soin, ça commence en proximité et ça doit être distribué à tout le monde. Voilà. Pour vous, c'est ça, l'investissement d'avenir? C'est là qu'il faut mettre l'argent pour ne pas en mettre Mais bien sûr, plus c'est plus l'accès aux tard soins, c'est la prévention. L'accès aux soins universels et la prévention. Alors on a des propositions dans ce domaine. L'accès aux soins universels. Pourquoi les gens se ruent aux urgences de l'hôpital? Parce qu'on a tout ce qu'il faut sans payer. Enfin, du moins, on croit qu'on ne paye pas, parce qu'on paye des impôts pour ça. Mais on ne donne pas d'argent pour payer le service. Nous, on réclame que pour la médecine générale et pour les soins de proximité, il y ait aussi la possibilité d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie, sans intervention des complémentaires, qui sont un facteur d'inégalité, et de façon à ce qu'on puisse faire le tiers payant facilement à ces patients qui n'ont pas de moyens et qui pourraient ainsi plutôt venir chez le médecin de proximité ou chez l'infirmière de proximité qu'aller chercher des soins aux urgences de l'hôpital. Ça, c'est un des moyens. L'autre moyen, on demande de l'argent pour ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire le regroupement des moyens de tous les personnels soignants, libéraux, en proximité, sur le territoire, qui peuvent s'organiser entre eux, si on leur donne un petit peu de moyens pour prendre en charge toutes les actions de prévention, notamment. Et ça, c'est très important. C'est un secteur du soin qui est négligé dans notre pays d'une façon coupable depuis des années. Monsieur Barrot, vous êtes d'accord là-dessus? Il faut mettre le paquet sur la prévention. C'est quoi les autres pistes d'amélioration pour vous à la lumière de cette crise? Bien sûr, une de nos propositions, c'est faire en sorte que l'État concrétise enfin le fameux virage préventif qui favorisera à un moment ou à un autre une autre approche, bien évidemment, de l'ensemble des pathologies. La prévention est un domaine essentiel que tout gouvernement aujourd'hui devrait naturellement prendre en compte. La revalorisation des carrières de l'ensemble des professionnels de santé et des médico-sociaux, je crois que le Césaire a aussi mis l'accent sur cet aspect-là, puisque c'est aussi le professionnalisme, l'investissement humain de l'ensemble des personnels qu'il faut absolument reconnaître en remettant donc au centre l'humain au sein du système de soins. C'est aussi naturellement la réorganisation de l'ensemble du système de santé. On n'y échappera pas pour répondre véritablement aux besoins de l'ensemble du territoire. Il ne pourra pas simplement s'organiser au titre autour des centres hospitaliers universitaires. Le système de soins doit être présent sur l'ensemble du territoire absolument. Il faut véritablement donner au système de santé les justes moyens dont il doit être en sa possession pour répondre aux besoins de toutes les pathologies et de tous les patients potentiels. Et ça peut pas se faire à l'occasion du Ségur de la santé en un petit mois. Madame Metz, c'est quoi votre espoir pour la suite, votre idéal? Bien sûr que ça ne peut pas se faire sur un petit mois. Je crois que on l'a dit tous à notre niveau, que ce soit sur le libéral. On a besoin de toute une restructuration du système de santé avec un seul point d'objectif, c'est la prise en charge de tous les patients, de tous les usagers sur tous les territoires, que ce soit la ruralité, que ce soit plus l'urbain. Il faut qu'il y ait la mise à disposition d'un système de santé qui soit un système de santé de ville développé avec une proximité pour pas que tout le monde aille à l'hôpital, que ce soit un système à l'hôpital mais développé aussi sur tout le territoire, tout concentré sur des grands CHU, ça sert à rien non plus puisqu'on n'est pas en proximité. Si je vous rappelle le programme quand même de Macron avec Ma Santé 2022, c'est de fermer 300 hôpitaux de proximité. Ça veut dire 300 services d'urgence, ça veut dire 300 maternités et des blocs opératoires. Donc ça, c'est inacceptable à l'heure actuelle. C'est pas du tout ce qu'on a besoin. On a besoin à la fois de renforcer l'hôpital, la proximité et en effet de renforcer la médecine de ville qui doit être partenaire. On n'est pas opposés les uns aux autres. Au contraire, on est ensemble pour travailler, pour prendre en charge tous les citoyens. Je crois que il
il faut qu'on parte d'un système de santé qui réponde aux besoins de la population, avec, comme il a été dit, une prévention développée pour éviter d'arriver à l'hôpital pour des choses qui auraient dû être traitées avant, et que ce soit pour les personnes soignantes, mais également pour les personnes soignées, et également pour nos aînés, pour les EHPAD, le système pareil pour les EHPAD, ça va avec, c'est le système de santé public qui prend en charge les aînés à domicile et après dans les EHPAD. Merci beaucoup. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Vos programmes se poursuivent sur Noam. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.